Découvre aussi les nouveaux forfaits internet de Tigo au dièse sans dièse. Love it. Bonsoir à tous, bienvenue à ce rendez-vous du 20h. Voici les titres. Le chef de l'État est à Kigali au Rwanda. Le président Macky Sall participe au Forum économique mondial pour l'Afrique. L'accent a été mis sur le développement énergétique du continent à l'ouverture. Le Sénégal, parmi les 4 premiers pays à basculer dans la budgétisation par programme, c'est l'une des directives de l'UEMOA sur la gestion des finances publiques. C'est le sujet de la rubrique économique. Et puis dans la culture, nous parlerons de l'ouverture du festival de jazz de Saint-Louis ici à Dakar. C'est la Biennale de l'art contemporain qui se poursuit. Nous verrons l'expo in et le vidéo mapping. Le chef de l'État est arrivé à Kigali pour prendre part au Forum économique mondial pour l'Afrique dans la capitale rwandaise. Le président Macky Sall s'est entretenu avec la présidente du Millennium Challenge Corporation. C'est en vue de la signature du deuxième compact. Il sera consacré aux infrastructures, à l'énergie et aux chemins de fer. Envoi spécial à Kigali, Pape Biram Bigendiaye. Au pays des 1000 collines, l'Afrique se donne rendez-vous pour parler économie. À Kigali, dont la capitale rwandaise, plusieurs chefs d'État africains ont fait le déplacement pour faire de la 26e édition du Forum économique mondial pour l'Afrique un rendez-vous décisif pour capter des financements nécessaires au développement du continent. Là-dessus, le président de la République Macky Sall avait dans son agenda une importante rencontre avec le Millennium Challenge Corporation. Et dès son arrivée à Kigali, le chef de l'État a eu une séance de travail avec la présidente du MCC. Au menu des échanges, l'intensification des relations économiques entre Dakar et Washington et la mise en œuvre du 12e compact, après celui consacré à l'agriculture et au transport, entre autres. C'est le deuxième compact avec le gouvernement du Sénégal. Dans le premier compact, on a travaillé dans le transport et dans l'agriculture. Et là, on est en train de voir le secteur là où on va travailler dans le futur. Le futur, ce sont des investissements dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures, du chemin de fer et de la sécurité, qui constituent aujourd'hui un élément essentiel du développement. À ce niveau, les choses vont aller très vite et bientôt, le Compact 2 du MCC va entrer dans sa phase de pratique. Le Forum économique mondial pour l'Afrique sur l'Afrique s'est ouvert ce jeudi à Kigali. L'accent est mis sur le développement énergétique du continent. Le président Macky Sall a plaidé pour la mobilisation des ressources nécessaires à l'exploitation du potentiel énergétique de l'Afrique. Le chef de l'État qui annonce l'augmentation de 200 à 300 MW de la production énergétique du Sénégal d'ici à 2019. Nous restons avec notre envoyé spécial Pape Biram Bigendiaye. Journée chargée du président Macky Sall au Forum économique mondial sur l'Afrique. Entre panels d'experts et échanges interactifs, la présence du chef de l'État à Kigali a marqué les esprits. Des esprits alertes, à l'image du président de la Banque africaine du développement, séduit par les pas de géants accomplis par le Sénégal, notamment dans les secteurs de l'agriculture et de l'enseignement des sciences. On doit investir sur les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques. Et j'aimerais reconnaître ce que le président Kagame et le président Macky Sall font concernant les infrastructures TIC dans l'éducation. Le président Macky Sall est ici. Je le remercie sincèrement au niveau de l'agriculture.
parce que nous parlons aujourd'hui des problèmes que rencontre l'Afrique sur son chemin vers le développement, mais il faut d'abord se diversifier vers l'agriculture parce qu'il y a un potentiel. Le passage du président Macky Sall sur le plateau de la BBC a également marqué la jeunesse africaine, bien représentée dans l'émission World Global Questions, retransmise à partir de Kigali, avec comme thème central et d'actualité démocratie et développement. I think development and democracy go together. We don't have to separate these two concepts. They work together. Après cette forte séquence d'échanges directs et interactifs, le président Macky Sall rejoint un panel de haut niveau composé de chefs d'État qui réfléchissent sur les voies et moyens pour atteindre l'autosuffisance énergétique en Afrique. Meeting after meeting and nothing happened. C'est un préalable à tout développement, dira le chef de l'État, qui insiste sur la nécessité de mobiliser les ressources nécessaires. Tout a été dit, maintenant il s'agit de mettre en œuvre. Et pour mettre en œuvre, la question essentielle reste la question du financement. Et comme les initiatives sont diverses et variées, nous avons voulu créer une convergence et avoir aussi autour probablement de la Banque africaine de développement, qui est quand même notre banque, qui a les instruments, qui elle-même va mettre des moyens, mais que les autres initiatives s'organisent et que les ressources puissent être abondées dans ce sens. Le potentiel énergétique est là, mais le manque de moyens constitue un frein à toute initiative d'émergence énergétique. Au Sénégal, le mix est une alternative et l'enjeu aujourd'hui est de capter des investissements massifs dans le secteur énergétique. Je dois dire qu'en 3 ans, nous avons pratiquement eu plus de 200 MW nouveaux, en plus de ce qui existait et de la réhabilitation. Donc il faut poursuivre, puisque d'ici 2019, il nous faut encore mettre au minimum 200 à 300 MW pour éviter les coupures, puisqu'on a une économie qui croît vite maintenant, on a une population aussi qui croît assez vite, et il faut non seulement maintenir le standard de l'électricité, mais suivre l'évolution de la demande. C'est l'acte final d'une première journée bien remplie au Forum économique mondial sur l'Afrique. Ce vendredi, les discussions vont porter sur l'agriculture et les infrastructures pour porter le développement du continent. Le président qui participe à Kigali au Rwanda, donc au Forum économique mondial pour l'Afrique, la deuxième session ordinaire du Conseil national de la statistique s'est tenue ce matin sous la présidence du Premier ministre. Le Conseil a pour mission de proposer au gouvernement les orientations générales de la statistique concernant tous les secteurs d'activité. C'est pour pouvoir prendre des décisions. Le Premier ministre a rappelé l'importance de cet instrument qui joue le rôle d'un tableau de bord. Cheikh Bamba Gueye. Le Conseil national de la statistique est un instrument qui aide à la prise de décision. L'importance des données statistiques n'est plus à démontrer. Ces données permettent d'avoir une vision claire sur tous les secteurs, surtout ceux qui sont susceptibles de créer de la valeur ajoutée. Le Premier ministre a souligné l'importance de la tenue de ce Conseil, dont la première session a eu lieu le 8 mars 2011 à Dakar. Nous avons décidé de travailler d'arrache-pied pour que, enfin, chaque année, au mois d'avril, le Conseil puisse se tenir. Comme vous le savez, le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, dans le but d'accélérer le processus de développement du Sénégal, a fait élaborer et adopter le PSE, le plan Sénégal émergent, qui est l'unique cadre de référence en matière de politique économique et sociale. À cet égard, les statistiques constituent le soutien informationnel nécessaire à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation des programmes et projets du PSE, mais aussi du cadre macroéconomique. Travailler de façon sectorielle pour éviter tout pilotage à vue, c'est le fort plaidoyer du Premier ministre, surtout dans le domaine de l'éducation, où une étroite collaboration avec le CNS permettrait de corriger certains dysfonctionnements. Tout cela pour montrer l'importance des données statistiques. Nous l'avons vécu cette année avec l'IDH, des mauvaises performances de notre pays, dues principalement au défaut d'informations, j'allais dire up-to-date,
qui ont été envoyés dans le secteur de l'éducation. Donc il faudrait que vraiment les sectoriels, et ça je pense ça va être une des décisions fortes de notre Conseil, travaillent désormais en harmonie totale avec l'Agence nationale de statistique. Au cours de cette deuxième session du Conseil national de la statistique, le bilan de la mise en œuvre du schéma directeur sera présenté, ainsi que la deuxième stratégie nationale de développement de la statistique 2014-2019, qui sera aussi soumise pour adoption par le CNS. La 36e session du Conseil de médiation et de sécurité de la CEDEAO se tient à Dakar. Les ministres des Affaires étrangères et de la défense des pays membres de l'organisation sous-régionale se penchent sur les défis qui interpellent la communauté. Cela dans un contexte de menaces et d'enjeux sécuritaires à prendre en compte. Les détails avec Ibrahim Thiéyou. Gestion des conflits, sécurité, transhumance, libre circulation des biens et des personnes, élections, ancrage de la démocratie, intégration économique, autant d'impératifs que la CEDEAO veut prendre à bras le corps. Le contexte l'exige, il faut s'y adapter. Depuis 2015, nous avons amorcé une nouvelle physionomie en matière des élections en Afrique de l'Ouest. Vous avez bien vu comment ça s'est passé au Nigeria, au Burkina et puis en Côte d'Ivoire l'année dernière. Et cette année, récemment, au Niger et au Bénin, les élections se sont déroulées avec succès. Et donc on peut dire qu'il y a une sorte d'ancrage de la démocratie et surtout que la CEDEAO veut faire la promotion de la démocratie, la reconstruction de l'unité nationale et libérer les énergies en vue du développement et de la lutte contre la pauvreté. Alors, donc au-delà des élections, nous devons parler également de l'impératif sécuritaire à concilier avec la libre circulation des biens et des personnes. Parce que le terrorisme commence à sévir sérieusement. Et s'il y a le terrorisme, il n'y a pas d'investisseurs, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de recul de la pauvreté, il n'y a pas d'emploi pour les jeunes. Donc voilà nos préoccupations et nous allons approfondir nos réflexions là-dessus. Cette 36e session du Conseil de médiation et de sécurité de la CEDEAO va faire l'analyse de la situation politique et sécuritaire dans la sous-région avec des défis majeurs à relever. Nous avons eu les attaques terroristes au Burkina Faso, nous avons eu les attaques terroristes à Grand Bassam, en Côte d'Ivoire, et nous avons également une succession d'attaques terroristes au Mali. Donc il faudrait qu'on réfléchisse sur la mise en œuvre de la stratégie antiterroriste de la CEDEAO, voir comment accompagner les pays qui s'engagent dans des élections, comme on l'a fait en 2015. Nous avons d'autres pays également qui auront des élections durant l'année 2016, comment les accompagner, comment consolider la paix, et comment également continuer à être vigilant et faire face aux crises sanitaires comme celle qu'on a connue en 2014-2015 avec Ebola. Donc ce conseil est extrêmement important. Il prépare le sommet de la CEDEAO qui est prévu à Dakar le 4 juin prochain. La situation entre le Sénégal et la Gambie sera au cœur de cette rencontre de Dakar qui se tient en prélude au Conseil des ministres de la CEDEAO prévu ce vendredi à Dakar. La CEDEAO qui entend relever les défis liés à la sécurité dans la sous-région ouest-africaine. L'organisation a mis en place des instruments de veille pour anticiper les conflits qui pourraient naître dans la communauté. Voici à ce propos le président de la commission de la CEDEAO qui revient entre autres sur la situation entre le Sénégal et la Gambie. Alors, concernant la Gambie, il y a deux événements majeurs. Le premier événement, c'est la fermeture de la frontière entre le Sénégal et la Gambie. Et la CEDEAO a fait une mission de haut niveau avec le représentant du secrétaire général des Nations Unies, moi-même, et puis l'Union africaine au niveau du commissaire chargé des affaires politiques. Et nous avons lancé un appel aux deux parties pour que, au niveau du problème de la frontière, où les frais de passage sont passés de 4 000 à 400 000, qu'on puisse trouver une solution. La CEDEAO, en tout cas, très tôt, a envoyé une mission d'enquête et on est arrivé au fait que le ministre d'État de la Gambie nous a dit qu'il n'y a jamais eu un acte posé par le gouvernement, mais les faits sont là et que désormais la situation est redevenue normale, ça veut dire à 4 000. Ensuite, nous avons le deuxième problème. Les élections auront lieu en décembre. Et lorsque la Commission électorale internationale a annoncé le programme, il y a eu des manifestations de rue. Et les opposants que nous avons écoutés ont évoqué 4 problèmes. Le premier, c'est la réforme électorale. Ils veulent réduire le nombre de mandats, ce qui est courant. Deuxième problème, les frais pour aller à la candidature présidentielle, ils sont passés de 10 000 Darassi à 500 000.
En fait, quand vous calculez 500 $, ça fait à peu près 7 millions, donc c'est inférieur un peu à ce qui est en vigueur dans la sous-région. Mais en réalité, c'est le fait d'avoir multiplié par une centaine qui cause problème. Troisième problème qui se pose, c'est que lorsqu'il y a eu la manifestation les 14 et 15 en Gambie, il y a eu la répression. Donc des gens ont été arrêtés. La population souhaite qu'on les confie à la justice et que la justice puisse se pencher sur leur cas. Et enfin, le parti principal de l'opposition, l'UDP, a dit qu'elle n'ira pas aux élections tant que nous ne verrons pas clair dans la situation politique. Donc voilà les problèmes. Et nous avons lancé un appel au dialogue, pour qu'au niveau de l'intérieur, l'opposition qui est devenue un front puisse rencontrer la mouvance. Et d'ailleurs, ils ont commencé à se rencontrer. Et nous pensons que nous pourrions avoir des élections dignes de ce nom, transparentes, crédibles et surtout inclusives. La question, c'est quelles sont les parades justement dans la gestion des conflits dans la sous-région, la négociation? Dans la sous-région, vous savez que nous avons mis un système d'alerte précoce, qui permet à la commission d'être proactive. Et donc les premiers éléments apparaissent et nous sommes informés et nous engageons des procédures pour pouvoir éteindre le feu. Il ne faut pas attendre d'aller éteindre l'incendie, il faut éteindre le feu à la base. Et donc c'est la stratégie. Donc le système d'alerte précoce prévient de prévenir et d'être proactif sur les différentes évolutions et ensuite de trouver des réponses rapides et appropriées pour que nous allons vers la paix et la stabilité indispensable à tout développement économique. Sans cela, pas d'intégration. Donc voilà. Tout le monde semble avoir compris aujourd'hui? Oui, tout le monde a compris, mais il y a toujours des résurgences. Vous savez très bien qu'au niveau des partis politiques, dès qu'il y a des idées contradictoires, les problèmes reviennent. Et donc il faut être vigilant. Il faut une situation de veille, prévenir les différents problèmes qui peuvent amener qui touchent la stabilité dans la sous-région. Et notre souhait, c'est que les élections qui viennent pour la fin de l'année au Cap-Vert, en Gambie et puis au Ghana puissent se passer avec succès pour qu'on ait des élections crédibles, transparentes. Le président de la commission de la CEDEAO qui participait à Dakar au Conseil médiation et sécurité de la CEDEAO. Les journées nationales d'information de la DGID ont pris fin ce jeudi à Dakar. C'est une caravane fiscale avec remise de dons dans différentes écoles qui a bouclé la boucle. Le centre Talibou Dabo, l'école Seyda Maria Magnas, l'école Liberté 1, entre autres institutions scolaires ont reçu la caravane. Aramdao. En débarquant à l'école Liberté 1 avec du matériel didactique, des chaises et des produits d'entretien, le personnel de la DGID n'a pas oublié l'essentiel. Promouvoir le civisme fiscal devant des petits, des contribuables de demain. Mais pourquoi les enfants? Pour leur inculquer dès le bas âge une culture de s'acquitter de leurs impôts. L'impôt, c'est l'argent que papa donne à l'État pour faire des routes, pour faire des hôpitaux, pour acheter de la craie. Et ça, c'est extrêmement important. Nous vous remercions énormément et infiniment. L'école est au centre du thème des Journées nationales de la DGID cette année. L'école dans toute sa diversité, comme ici au centre Talibou Dabo, qui accueille de jeunes déficients intellectuels. C'est une grande première. Et j'ose dire que c'est le bon Dieu qui vous a inspiré. Parce que vous êtes venu au bon moment, au moment où on a fait un mois sans pouvoir donner à manger aux enfants. Il arrive que des enfants nous interpellent et nous disent « Monsieur, Anbi, Anna Anbi », on n'a pas de mots pour répondre. Vous voyez? Le centre a eu droit à des produits alimentaires et divers matériels. Pareil pour l'école Seyda Maria Magnas, ce qui fait un tableau complet d'écoles publiques, écoles privées, écoles d'enseignement général, d'enseignement religieux ou spécialisées. On a commencé depuis hier ou avant-hier à l'INEFJA, l'Institut des jeunes aveugles, où on a eu à donner du matériel spécialisé pour ces types d'élèves, matériel de braille et autres. À Talibou Dabo, on a eu à donner des chaises roulantes et autres types de matériel dédiés à ce type de personnes. Ici, à Seyda Maria Magnas, ça varie de l'alimentaire à du matériel destiné également à l'école, ainsi qu'à des draps de lit. Donc je pense que c'est pour aider ces enfants-là, qui aujourd'hui constituent notre espoir, à mieux travailler et à mieux comprendre ce qu'est le civisme fiscal. Le geste est de l'ensemble des amicales de la DGID en soutien à leur direction générale. Ensemble, ils ont été aussi rencontrer les étudiants de l'UCAO, la pharmacie Guigon, des commerçants, EcoBank pour des visites d'entreprise. Voilà qui boucle socialement 3 journées nationales d'information.
Aramdao, l'Union des commerçants et industriels du Sénégal a organisé un déjeuner avec la presse pour évaluer les acquis de l'Union. Le marché sénégalais est devenu une zone libre à la concurrence. Et pour faire face à ces enjeux, l'Union veut moderniser ses outils, nous dit Abasso. Face aux enjeux économiques et commerciaux, l'UNACOI, Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal, engage la réflexion avec ses membres venus de différentes sections pour mieux jouer leur rôle dans la promotion économique du pays. Il était important pour nous, en tant qu'organisation, d'abord de partager régulièrement les informations avec nos membres, d'une part, et d'autre part, de recueillir leurs avis, leurs contraintes, leurs attentes pour pouvoir opérer justement aux stratégies nécessaires susceptibles de les accompagner afin qu'ils puissent saisir ces opportunités d'affaires qui se présentent dans notre pays. Parce qu'il est important que dans le cadre de la mise en œuvre du PSE, que l'investissement domestique, c'est-à-dire l'investissement porté par les Sénégalais de souche, soit d'un niveau suffisamment crédible et important pour que notre pays continue justement à connaître cette stabilité sociale, cette stabilité économique qu'il a toujours connue. Autour du président de l'Union, les membres fondateurs ont évalué les acquis de l'Union. La concurrence est devenue réelle et ces hommes d'affaires souhaitent une meilleure implication de l'État du Sénégal pour garantir leur émergence. Le Sénégal est un pays ouvert. C'est un pays de teranga et d'accueil. Nous souhaitons qu'il y ait davantage d'investisseurs étrangers qui viennent dans notre pays, mais il faut que nous arrivions, en rapport avec l'État et les pouvoirs publics, à asseoir les stratégies qui permettent de préserver les intérêts des opérateurs économiques nationaux. Et cela nous paraît fondamental parce que si nous arrivons à préserver la plus grande partie des richesses produites dans notre pays et à la partager avec un maximum de Sénégalais, ce sera que tout bénéfique pour ce pays et pour les générations à venir. L'engagement de moderniser l'UNACOI est pris et au-delà, ses membres sont d'avis que pour faire face aux enjeux, il faut davantage se professionnaliser. Le Programme national de développement local a organisé un atelier de formation destiné à une vingtaine de hauts cadres de l'administration centrale et des agences régionales de développement. Prévu pour une durée de 3 jours, cette session de formation vise à renforcer les capacités des participants sur le thème du management par la valeur. Hamid Diop. Le PNDL, qui génère d'importantes activités et un tissu dense de partenaires, repose son intervention sur les acteurs techniques d'appui aux collectivités locales. C'est pourquoi, pour amplifier ces résultats, le programme mise sur le management par la valeur, d'où la nécessité de mettre à jour les différents participants sur les outils modernes du management public. Nous, en tant que directeur d'agence régionale de développement, nous saluons cette initiative et nous disons véritablement qu'à l'issue des 3 jours de formation, nous sommes convaincus que nous allons en sortir avec véritablement une nouvelle perception des choses, avec une nouvelle capacité d'appréhension véritablement de la réalité du développement de nos territoires, et nous serons mieux outillés pour apporter en tout cas une valeur ajoutée à ce que nous avons l'habitude d'apporter aux collectivités locales. Au terme de cette session, les participants feront faire le tour des parties prenantes d'une action envisagée dans une vision développement durable du cycle de vie. Aussi, pour mieux positionner les performances au bon niveau, ils seront dotés d'outils techniques et de référentiels aptes à bien spécifier les contraintes et les marges de négociation dans le cycle de vie d'un projet. Cet atelier nous permet de renforcer les capacités de nos principaux partenaires sur un thème innovant, c'est-à-dire le management par la valeur. L'objectif est de leur donner des outils méthodologiques pour mieux rentabiliser les actions qu'ils conduisent au niveau des collectivités locales. Nous sommes à l'ère de la gestion axée sur les résultats et il est particulièrement recherché une efficacité et une efficience dans toute intervention. C'est ce que nous visons au terme de cette formation et c'est cela qu'apporte le management par la valeur. Au total, cette session de formation constitue un palier supplémentaire dans l'action managériale des participants et leur ouvre des perspectives intéressantes en termes de maîtrise des enjeux des acteurs, surtout dans un contexte où la gestion axée sur les résultats constitue une référence devant guider un pilotage de la performance. La 128e édition du pèlerinage marial de Popenguine, la déléguée générale à la protection sociale et à la solidarité nationale apporte son appui à travers des tonnes de vivres, une façon d'accompagner l'organisation de cet événement religieux.
Ce geste de la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale devrait faciliter l'organisation de cette 128e édition du pèlerinage marial de Popenguine. Il s'accorde avec le thème de cette année, comme Marie, soyons témoins de la miséricorde divine. Il s'agit d'aider le clergé à mieux prendre en charge les pèlerins. La délégation générale à la protection sociale, à la solidarité nationale, dont j'ai la charge, apporte l'appui en denrées alimentaires et cet appui du président de la République, du gouvernement, à la communauté chrétienne qui doit venir ici dans ce lieu saint. Nous remercions le chef de l'État et le gouvernement pour cet appui en denrées alimentaires pour le pèlerinage de Popenguine, pour le service de l'organisation et pour assurer une part de quelque chose qui est très utile, donner à manger à tous ceux qui seront dans les services pour que les pèlerins puissent s'occuper des choses essentielles, c'est-à-dire la prière. À Popenguine, il y a une bonne communauté de musulmans. Ces derniers sont intégrés dans le comité d'organisation. Le chef de village qui avait pris la parole est un musulman et ça montre bien cette vie commune que la population chrétienne et musulmane partage. La délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale s'associe à tous les événements religieux et apporte ainsi le soutien du chef de l'État. Pour rappel, le 128e édition du pèlerinage marial de Popenguine sera célébrée les 14 et 15 mai prochains. 9500 jeunes sont justement prêts à rallier Popenguine et à pied. Le SICOMAP, le comité interrégional de coordination de la marche pèlerinage, s'est réuni pour faire les derniers réglages. Ce comité gère les marcheurs des 25 paroisses de Dakar et le diocèse de Ziguinchor. Cette année, l'État et la Fondation Servir le Sénégal vont soutenir ces jeunes marcheurs. Jeanne Dior. Consignes, suggestions, tirages, ce sont là les derniers réglages du comité interdécanal de coordination de la marche pèlerinage. Vous n'aurez pas 20 tonnes mobiles, vous en aurez 10. C'est ça que le comité a prévu, c'est une indication. À quelques jours de la Pentecôte, le SICOMAP réunit en assemblée générale les responsables de marche des différentes paroisses. Une rencontre à la dimension de l'événement. Ça fait des mois que les membres du SICOMAP travaillent d'arrache-pied depuis le mois d'octobre. Chaque commission se réunit pour pouvoir faire de ce pèlerinage une réussite totale. Les jeunes marcheurs ont fait un pas de plus pour améliorer l'organisation de la marche pèlerinage. Ils ont sollicité le soutien des autorités pour tous les marcheurs, surtout pour ceux qui viennent de l'intérieur du Sénégal, qui ne bénéficient pas souvent de l'appui des partenaires. Mais cette année, pour être concret, ils ont proposé une subvention pour aider vraiment les marcheurs d'une manière générale à alléger leurs coûts sur le côté transport, sur le côté restauration. La Fondation Servir le Sénégal vraiment nous a reçus aussi avec les bras ouverts et aussi nous a donné aussi, voilà, notre plus grand souhait, c'était nous avons demandé des t-shirts vraiment pour l'ensemble des marcheurs et aussi une subvention consistante entre 10 ou 15 millions que nous attendons. Plus les années passent, plus les exigences pour une bonne organisation s'imposent. Plusieurs initiatives sont prises afin de rendre la marche plus vivante, tant dans la forme que dans le fond. La marche est d'abord une démarche de foi. Il faudrait que tout marcheur se l'approprie personnellement. Déjà, on ne va pas, il y a un certain folklore dans la marche parce que c'est tout à fait normal. C'est une joie qui est inexplicable. Après 52 km, ensuite, les t-shirts, c'est pour uniformiser parce que ce sont des partenaires qui nous accompagnent et qui nous permettent, qui nous habillent en la circonstance pour que la marche soit uniforme. Ensuite, les tissus, c'est vraiment beau, c'est quelque chose d'assez intéressant qu'on a commencé depuis quelques années, qui est assez innovant. Et c'est tellement beau de voir un groupe, une paroisse d'un millier de personnes arborer la même chose. La commission finance, qui s'est aussi réunie à l'occasion, a clos la liste des inscriptions. 6 500 francs est le montant que doit verser tout marcheur. Ils sont pour cette année 2016 9 500 marcheurs, rien que pour le SICOMAP qui polarise la région de Dakar, sans compter les 3 autres foyers de marche.
Le Sénégal est parmi les 4 premiers pays à basculer dans la budgétisation par programme dès janvier 2017. C'est ce qui est ressorti de l'atelier consacré à l'avancée de la mise en œuvre des directives de l'UEMOA sur les finances publiques. Cette rencontre a servi de prétexte à la rédaction pour revenir sur les enjeux du cadre harmonisé de l'Union. Il place le citoyen au cœur des politiques publiques. En d'autres termes, les États membres de l'UEMOA d'ici à 2018 vont devoir faire avec des budgets à objectif. Dahaba nous en parle dans la rubrique économie du jeudi. Elles sont 6, les nouvelles mesures de l'UEMOA émises entre mars et juin 2009. Leur dénominateur commun, un nouveau cadre harmonisé des finances publiques pour renforcer la transparence et améliorer l'efficacité de la dépense publique. On passe de budget de moyens à budget par objectif. Chaque franc doit être désormais justifié. Donc le Conseil des ministres a demandé à ce que nous mettons, la Commission mette en place un programme d'appui pour accompagner les États. Et en décembre 2009, ce programme a été adopté par le Conseil des ministres. La Commission, depuis 2010, est en train de mettre en œuvre le programme d'appui. Ce programme d'appui est aujourd'hui un indicateur pour évaluer le processus de mise en œuvre de ces réformes. Et force est de constater que les États se sont résolument engagés dans la mise en œuvre de ces directives. Et au moins 4 pays sur 8 vont déjà engager le processus de basculement en mode budget programme. Il faut retenir que le Sénégal y figure bien, d'autant plus que si vous vous rappelez d'ailleurs le Conseil des ministres du 13 janvier 2016, M. le Président de la République a rappelé la nécessité de garder le cap de 2017 et que toutes les diligences doivent être menées afin qu'on puisse respecter cette échéance. Le Sénégal est donc dans ce premier lot de 4. La phase préparatoire est à un niveau intense, de même que le renforcement de capacités, avec en ligne de mire un défi à relever, celui de la maîtrise des nouveaux outils de gestion. Notamment des documents de programmation budgétaire, des documents budgétaires économiques pluriannuels, mais également de préparer la phase ultime qui est la déconcentration de l'ordonnancement. Actuellement, le maître mot, c'est que ce sont les ministères sectoriels qui seront chargés en fait de gérer leurs crédits et également de bénéficier donc de ce pouvoir de déconcentration, de voir en fait la déconcentration de l'ordonnancement qui était un pouvoir exclusif du ministre de l'économie et des finances dans la pratique ancienne. Le budget programme, le Cameroun y est depuis 3 ans, un trinôme déjà évalué. La difficulté majeure généralement, il y a la réticence au changement. La plupart de nos États ont été indépendants en 1960. Bon, chez nous par exemple, on avait une ordonnance depuis 62 qui vient mourir en 2012. Ça fait 50 ans. 50 ans dans la gestion des moyens. Ce n'est pas facile parce que les gens sont réticents à la réforme. C'est un premier combat. Ça fait qu'il faut une très bonne stratégie de sensibilisation parce que le budget programme concerne tous les acteurs. On veut satisfaire les besoins des populations. Or, il faut même pouvoir recueillir leurs besoins. Donc, il faut que les populations sachent que le paradigme a changé, on peut les écouter et on peut prendre en compte leurs besoins dans le budget. Il y a la qualité des ressources humaines. Dans nos pays, nous ne sommes pas habitués à travailler. Nous ne sommes pas habitués à travailler. Nous ne sommes pas habitués, nous n'avons pas la culture d'évaluation. En mode programme, on a vu qu'il y a encore un chantier du contrôle, le contrôle interne qui doit être renforcé et adapté à ce nouveau mode de programme. Donc on voit que le contrôle externe, c'est aussi un chantier, l'appui au Parlement, au Cour des comptes, à la société civile dans ce nouveau rôle dans la transparence des finances publiques. On voit qu'il y a encore quand même des chantiers à mener. Mais ça nous permet d'avoir une bonne situation aujourd'hui. Le pôle, avec son dispositif d'expertise régionale au service des États d'Afrique de l'Ouest engagés dans cette réforme, va poursuivre son appui. Le Sénégal, pour sa part, adopte une démarche graduelle et se dit être prêt sur l'essentiel. Si vous prenez par exemple ce que l'on appelle par exemple les ordonnateurs délégués, déjà le ministère des Finances avait déjà expérimenté cela, en ce sens qu'il y a déjà des ordonnateurs délégués au niveau des ministères qui sont en fait nommés, mais qui sont nommés par le ministre des Finances. Ça veut dire qu'en l'espèce, ce qu'il faudra, c'est un accompagnement de ces ministères sectoriels plus tard. Mais quoi qu'on puisse dire, la loi a déjà réaffirmé le principe de déconcentrer l'ordonnancement. En ce sens que, comme on est dans une approche
de gestion budgétaire axée sur les résultats et la performance, on ne pourra pas demander à un ministre d'être performant sans pour autant lui donner tous les outils qui lui permettent également de mener à bien la mission qui lui est confiée. Avec la stratégie régionale de mise en œuvre des directives de l'UEMOA élaborée, c'est un pas de plus pour les 4 autres pays qui doivent basculer dans le biennum 2017-2018. La rubrique économie signée Dahaba, le fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur a remis un fonds revolving à la communauté sénégalaise vivant au Portugal. Plusieurs projets et associations font partie de la première phase du financement à Wandiaï. Le FES, dans le cadre du financement des femmes de la diaspora, s'est rendu à Lisbonne pour soutenir les femmes sénégalaises résidant au Portugal. Un chèque global de 70 millions de francs CFA a été remis par l'administrateur du FES. Nous sommes ici pour magnifier, et en particulier les femmes qui sont le pilier et le cœur de leur famille, de leur communauté et de leur société. Aussi, leur contribution à l'économie locale comme mondiale et très certainement à notre consommation à tous est-elle considérable. Pourtant, elles sont en but à de nombreux obstacles et des désavantages. L'accès inéquitable aux ressources, la persistance de la discrimination et les normes sexistes en vigueur s'ajoutent aux difficultés inhérentes de la vie de la femme. C'est conscient de tout ceci que le président de la République, son Excellence Macky Sall, dès son accession à la magistrature suprême, a voulu prendre à bras le corps les inégalités. L'ambassadeur du Sénégal à Lisbonne s'est réjoui des efforts de l'État en direction de la diaspora. Je voudrais, une fois encore, au nom de la communauté sénégalaise, ici au Portugal, vous remercier, vous et la délégation qui vous a accompagné, pour venir cet après-midi concrétiser une volonté du chef de l'État, le président Macky Sall, qui, lors de sa visite mémorable à Lisbonne, avait décidé d'octroyer aux femmes de la diaspora portugaise 70 millions de financement dans le cadre du fonds d'investissement des Sénégalais de l'extérieur. L'administrateur du FES informe que 76 associations et projets individuels sont concernés par cette première phase de financement. La communauté sénégalaise a apprécié ce geste. C'est un fonds revolving qui doit être remboursé au bout de 18 mois pour permettre aux personnes présentes sur la liste d'attente d'en bénéficier. Dakar aura bientôt un marché international comme Rungis. C'est le souhait des autorités de ce lieu d'échange et celle du port autonome de Dakar. La journée de promotion des produits frais a réuni à Paris les acteurs des secteurs horticoles et halieutiques en plus de l'accroissement des échanges commerciaux dans l'axe Dakar-Rungis. Cette journée pose les fondements d'un futur marché international à Dakar. Envoyés spéciaux à Paris, Pabla Faye et Hamid Diop. Le marché international de Rungis est l'un des plus grands d'Europe. Des millions de tonnes de fruits et légumes, de viande et autres marchandises sont vendues ici chaque année. C'est accompagné de producteurs du secteur agricole, horticole et halieutique que le port autonome de Dakar a visité ce lieu d'échange. L'objectif est de booster les exportations entre Dakar et Paris. Vous êtes exportateur et vous avez des produits qui nous intéressent. Je pense aux haricots, je pense à la mangue, je pense à beaucoup de pays tropicaux, beaucoup de produits tropicaux, car nous vendons à Rungis énormément de produits tropicaux, et donc ces produits sont pour nous une ressource, un trésor, et pour vous, un débouché. Cette journée de promotion des produits frais a permis aux producteurs sénégalais présents de montrer la bonne santé de l'agriculture sénégalaise et de nouer de nouveaux partenariats. Le port autonome de Dakar, initiateur de cette rencontre, offre déjà un appui logistique aux exportateurs. Aujourd'hui, à travers sa vision, je pense que le président Macky Sall nous a mis les pieds à l'étrier. Il faudrait donc que nous revoyions nos ambitions à la hausse. Ici, je pense que ce matin, on a vu que
Il n'y a pas de secret, il n'y a que le travail qui paye. Nous allons nous battre ensemble pour que le Sénégal puisse avoir Rungis en miniature, et ça le plus rapidement possible. Les retombées de cette visite n'ont pas tardé. Dakar veut avoir un marché comme Rungis. La direction de ce marché international en a fait la proposition. Le Sénégal est preneur. J'ai bien noté aussi votre proposition qui nous va droit au cœur. Sceller une relation entre Rungis et le Sénégal. Votre projet d'accord, votre proposition n'est pas rentrée dans l'oreille d'un sourd. Nous allons nous y mettre tout de suite avec mon bureau économique qui est là. Les acteurs des secteurs horticoles et halieutiques ont tous salué cette journée qui, selon eux, doit figurer dans l'agenda des grandes rencontres du Sénégal à Paris. Le port autonome de Dakar, dans sa volonté d'accompagner les exportateurs, reste un allié de taille. Nous restons à l'étranger avec l'actualité internationale sous forme de brèves illustrées. Nous irons en Guinée-Bissau et aux Comores, mais démarrons par le Brésil où les sénateurs ont donné le feu vert pour la destitution de la présidente Dilma Rousseff. C'est un récit de Seydina Lufal. Une majorité des sénateurs du Brésil est favorable à l'ouverture du procès en destitution de la présidente Dilma Rousseff et donc sa mise à l'écart du pouvoir pendant un maximum de 180 jours. La séance marathon a duré 18 heures d'affilée. Elle s'est terminée sur un discours très émouvant de l'avocat de Dilma Rousseff. Le vote a été sans appel. 55 sénateurs ont été favorables à la destitution de Dilma Rousseff et 22 contre. Pour rappel, la présidente Dilma Rousseff est accusée de maquillage des comptes publics. La destitution de Rousseff laisse place au vice-président Michel Temer. 75 ans, c'est lui qui prend les rênes du pays après le départ de l'ancienne guérilla pour 6 mois. Le président bissau-guinéen José Mario Vaz a relevé de ses fonctions le gouvernement et demande au parti au pouvoir de lui proposer une nouvelle équipe afin de sortir le pays de la crise politique. Le parti au pouvoir a entamé une réunion pour décider des suites à donner à cette annonce. Les ministères ont été placés sous contrôle des forces de sécurité. La crise a éclaté en Guinée-Bissau en 2015 lors du limogeage par le président Vaz du premier ministre Préra, une décision rejetée par le PAIGC. La situation a semblé s'améliorer avec la nomination de Correa sur proposition du PAIGC avant de se rallumer lors de l'échec de la déclaration de politique générale du nouveau Premier ministre. L'ex-putschiste et ancien président Azali Assoumani a été élu chef d'État des Comores à l'issue d'une élection présidentielle partielle aux allures de 3e tour où il a conforté son avance acquise au 2e tour. Selon des résultats provisoires rendus publics ce jeudi, la Cour constitutionnelle, qui peut être saisie de recours, a 5 jours pour proclamer les résultats définitifs. Le nouveau président doit être investi le 26 mai. Retour au Sénégal, le ministre de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat en visite de chantier à Ngaïmekhe. Mamadou Talla a offert aux artisans des machines de confection de plusieurs produits d'une valeur de 150 millions de francs CFA, du matériel qui sera utilisé par les artisans du site d'exposition et de commercialisation artisanale Safourasso. Le ministre de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat et sa délégation viennent visiter le premier SECA, site d'exposition et de commercialisation pour les artisans de Ngaïmekhe. Mamadou Talla débarque avec du matériel haut de gamme d'une valeur de 150 millions de francs CFA, des machines coupe-couture pour chaussures, des machines coloratrices, entre autres. Ce matériel permettra aux différents corps de métier d'accroître leur production et d'accéder au marché international. Une promesse du chef de l'État lors de la journée nationale de l'artisanat. Voilà l'ambition du président de la République et ceci ne peut être que fait que si ce que vous allez produire demain puisse être exposé dans de bonnes conditions, puisse être mis en valeur et pour que d'autres jeunes aient envie de venir travailler dans ce secteur productif, seul gage d'un Sénégal émergent. Alors les populations de Mekhe, nous étions venus pour cette première grande journée de l'artisanat du Sénégal, nous l'avions faite ici. Nous l'avions annoncé des SECA, le premier du Sénégal est également ici. Nous avions parlé d'équipements modernes, le premier matériel nous l'avons amené ici. Dans ce site d'exposition et de commercialisation artisanale de 1000 m² est prévu une salle multifonctionnelle, un bâtiment administratif, un parking et une mosquée.
Des vitrines qui permettront aux artisans de faire montre de leur savoir-faire. Monsieur le ministre, nous sommes le président de la République. Nous remercions le président. Ndax man yaakaar naa filière bi def naa ci ma 30 ans bi ma beru ak léegi di former ay nit. Trentaine d'années. Chef d'État bu ci nekk ñu ci ëpp fekke naa ko wante li mu dig defal na ko benn chef d'État mosu ko def. wax na ni cordonnerie ci la bokk, wax na ni vannerie ci la bokk. Toutes les filières sont prises en compte. La cordonnerie, la vannerie, la couture. Nous, femmes artisanes en tout cas, nous ne cesserons de remercier le président Macky Sall. Ils se réjouissent de cette initiative du ministère de la Formation professionnelle qui aiderait à honorer les 15% du mobilier national. Le maire de la ville apprécie ce geste à sa juste valeur. Quelqu'un qui vous amène des équipements et des accessoires alors que le chantier est en cours, on ne peut pas douter que dans des temps très brefs, le chantier sera achevé et sera un joyau de l'artisanat africain ici dans la commune de Méké. Rappelons que d'autres sites d'exposition et de commercialisation sont prévus à Diamniadio et à Thionck-Essyne. Coût global dans ces cas, 300 millions de francs CFA. Dédicace et lancement du livre intitulé Baba Mal, le message en chantant. L'auteur Omar Dembaba a présenté son œuvre au public, un ouvrage qui retrace la vie de l'artiste. Le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne a présidé la cérémonie. Fanta Badji. L'itinéraire, l'histoire et l'œuvre de l'artiste comptées à travers ses lignes. Un ouvrage de Omar Dembaba, conseiller diplomatique du chef de l'État. L'auteur a levé un pan du voile qui enveloppe la vie du chanteur, Baba Bedi Mal, de qui l'on ne retient que ses belles mélodies, sa belle voix et ses textes riches. Tous les océans du monde ne suffiraient pas comme encre pour écrire sur ce que tu as fait. Merci beaucoup. C'est une contribution au 30e anniversaire de Dandelénion. J'ai souligné tes origines sociales, modestes, famille, mais tu as fait preuve d'abnégation pour surmonter plusieurs obstacles, les interdits d'un milieu conservateur, faire tes études, faire de la musique, combiner les deux. L'opus est présenté comme un hommage mérité pour cet ambassadeur qui vend bien la culture alpulaar. Par son art maîtrisé de la musique, a depuis bien longtemps achevé de faire partie incontestablement du patrimoine mondial. Baba Mal, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a donné du Sénégal son pays qu'il chérit tant, une image sublimée, comme rarement, sur les scènes les plus prestigieuses du monde. C'est toute l'histoire culturelle contemporaine des peuples de la vallée du fleuve Sénégal qui nous fait arpenter. Le charme bucolique de Ndioum dans le Massina Toro, l'histoire légendaire du Bouel Mogdad, les Hirdé, les soirs de clair de lune. Mais revenons au texte. Celui-ci retrace un itinéraire artistique, celui de Baba Mal, né à Podor. Baba Mal, qui se retrouve dans ses écrits, a remercié l'auteur pour lui avoir permis de régler une équation qu'il n'a pu résoudre à travers ses chansons, pourtant pleines de sens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'interpellent, qui me disent Baba Mal, peut-être que la voix est belle, la musique est là, il y a de l'originalité, mais on n'est pas halpulaar. Nous ne comprenons pas ce que vous êtes en train de dire, mais ce livre vient éclairer toutes ces personnes pour les faire rentrer dans les messages du Dandelénion. Les témoignages des invités ont permis d'en savoir plus, autant sur l'auteur que sur son personnage. Pour un coup d'essai, Omar Dembaba a réussi un coup de maître. Omar l'étudiant a été un excellent étudiant. Certainement parmi les étudiants les plus brillants de sa génération. En tant qu'étudiant en relations internationales, Omar a fait un parcours sans faute, un parcours brillant, couronné par une excellente mention à la maîtrise. Il a été major de sa promotion en relations internationales. Ce livre est 2 fois sous-titré. D'abord Baba Mal, ensuite le message en chantant, et enfin réflexion sur l'homme et son œuvre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en écrivant sur Baba Mal, on a toujours la difficulté de savoir par quel bout
titré de son livre. Publié par les éditions Harmattan, le lancement de cet ouvrage a réuni l'ensemble du gouvernement, la classe politique dans sa diversité, les parlementaires, le corps diplomatique et les acteurs culturels. Rien que d'éminentes personnalités à cette cérémonie où le héros du jour a gratifié le public de belles mélodies tout en confirmant son statut de roi du Yéla. Le festival de jazz de Saint-Louis a pris officiellement ses marques hier nuit à la place Faidherbe. Festivaliers et autorités ont pris part à la rencontre. Cette année, l'accent est mis sur la conservation et la valorisation du patrimoine matériel et immatériel de la ville. Pour cela, plusieurs artistes du pays et d'ailleurs vont se produire sur scène pendant 6 jours. Lamine Touré. Le groupe Saro du Sénégal dans Domou Adama ou Le Fils de l'Homme. Aux confluences de l'afro, du blues et du reggae, le titre annonce la cérémonie officielle de la 24e édition du Festival de jazz de Saint-Louis. Autorités et festivaliers se retrouvent encore pour marquer la pérennité de l'événement. Chers festivaliers, qu'il me soit aussi permis d'adresser nos vives félicitations à l'association Saint-Louis Jazz. Elle a réussi la prouesse de le maintenir vivant et vivifiant.